séance plénière de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Mali, c'est lundi 7 janvier 2019, sur la situation sécuritaire au centre du pays. C'était dans la salle Modibo Keïta de la dite institution. Le mot d'ordre de grève des syndicats de l'éducation nationale allant du 7 au 11 janvier est maintenu. Le secrétaire général des syndicats, Amadou Koulibaly, nous donne plus de précisions. « 6910 objets originaires du Mali qui sont inventoriés dans les collections du musée de Kébrali. Les détails du DGA du musée national. Voici pour vous les sommaires de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans l'hebdo de la semaine. Comme annoncé dans les titres, la salle Modibo Keïta de l'Assemblée nationale du Mali a abrité la séance plénière d'une session extraordinaire sur la crise sécuritaire au centre du pays. C'est lundi 7 janvier 2019. Les élus de la nation ont interpellé le Premier ministre, M. Soumeïlou Boubèye Maïga, chef du gouvernement. L'honorable Belkoba, membre de la commission de défense, de sécurité et de protection civile, nous a donné plus de détails sur cette interpellation. Il est au micro de Fatimata Koulibaly et de Oumar Traoré. Une interpellation de l'Assemblée nationale. Comme vous l'avez constaté, le Premier ministre avec un certain nombre de ministres sont présents. Chaque fois qu'il y a une question cruciale qui préoccupe la nation, l'Assemblée fait de ça de son devoir d'appeler le gouvernement pour que le peuple sache exactement ce qu'il y a. Bon, aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Il s'agit de cette situation du centre qui n'a que trop duré. Elle a trop duré et elle est en train de faire des effets dévastateurs, non seulement au centre, mais elle se rapproche encore vers le sud. Et nous avons estimé qu'il va falloir en tout cas interpeller le gouvernement et attirer l'attention aussi de l'opinion nationale et internationale que la situation est extrêmement grave. Vous avez écouté tout de suite le député de Koro. Il a égrené un chapelet de villages et de hameaux qui ont complètement disparu de la carte. Ça, c'est pour un seul cercle. Et imaginez-vous les autres cercles, Banyangara, Douanza, uniquement de l'autre côté, dans la zone inondée. Personne ne sait le nombre exact de villages qui ont disparu ou bien le nombre de Maliens qui sont morts. Donc, nous avons estimé que le gouvernement doit venir s'expliquer parce que c'est au gouvernement d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Or, nous avons constaté que malgré toutes les missions qui ont été faites par le gouvernement, que ce soit par les ministres, que ce soit par le Premier ministre, le résultat, il est vraiment en deçà des espérances. Alors il faut qu'on sache pourquoi. Et nous étions quand même heureux que le président de la République ait effectué le déplacement. C'est la première fois. Mais Koulogo, c'est Koulogo, mais il y a eu beaucoup de Koulogo avant le dernier Koulogo. Il y a eu beaucoup de villages où il y a eu des vingtaines, des trentaines de morts. Mais aujourd'hui, le président de la République sait qu'il s'est rendu compte effectivement que la situation s'empire. Et nous espérons en tout cas qu'avec sa visite et la promesse qu'il a faite d'organiser une grande rencontre à Mopti, nous pensons que les lignes vont bouger. J'ai suivi tout ce qui s'est passé, j'ai suivi les efforts des gens et des autres, mais quand pendant 1 an, 2 ans, vous cherchez une solution à un problème et que le problème il demeure, ça veut dire qu'il faut changer de fusil d'épaule. Ça veut dire que votre stratégie n'est pas la bonne. Donc, nous espérons qu'ils vont changer en tout cas de stratégie. Mais aujourd'hui, j'ai dit et je leur ai dit, avec l'implication du président de la République, je suis convaincu que les lignes vont bouger. L'appel que je vais lancer, c'est un appel de paix,
de cohésion. Qu'on sache que ces théories ne nous amèneront nulle part. Ça va créer la haine, ça va créer la division, ça va créer le sous-développement et nous serons comptables, en tout cas, devant cette situation vis-à-vis de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, que les gens, aujourd'hui, aient le courage de reconnaître que des choses atroces ont été commises, des crimes ont été commis. Il faut qu'aujourd'hui, on revienne, on s'asseye. Quelle que soit une guerre, elle finit toujours par une négociation. Les syndicats des enseignants signataires du 15 octobre ont débuté leur grève ce lundi 7 janvier et prendra fin le 11 de ce mois. Ces responsables annoncent l'échec des négociations avec le gouvernement et projettent un autre préavis de grève allant de 240 heures du 21 janvier au 2 février. Propos recueillis. Les syndicats signataires du 15 octobre 2016 ont décidé encore une fois de plus d'aller en grève pour 5 jours, dont cette grève doit commencer aujourd'hui le 7 pour se terminer le 11 de ce mois. Les raisons sont très simples parce que nous avons eu à déposer un cahier de doléances auprès du gouvernement qui comporte 10 points de doléances. Donc nous avons fait une première grève de 72 heures. Nous avons négocié avec le gouvernement. Malheureusement, il y a eu un procès verbal de non-conciliation. Ça veut dire que nous ne sommes pas tombés d'accord par rapport aux différents points. Donc c'est ce qui nous a poussé à déposer un autre préavis de grève de 120 heures qui commence aujourd'hui jusqu'au 11, qui comporte toujours les mêmes 10 points de préavis de grève. Donc voilà les raisons pourquoi nous avons décidé de ce préavis de grève. Je profite également de l'antenne pour informer l'opinion nationale et internationale qu'en plus du préavis du 21 décembre passé, nous avons déposé encore un autre préavis de grève le 3 janvier 2019 pour une durée de 240 heures qui doit commencer le 21 janvier jusqu'au 1er février. C'est toujours le même point de revendication. C'est pour que le gouvernement puisse nous prendre au sérieux. C'est pour qu'on puisse trouver des solutions à ces différents points. Le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM, nous donne des explications par rapport à leur préavis de grève déposé à l'endroit des autorités compétentes. Selon lui, c'est la non-prise en charge des différentes doléances qui est à la cause de cette grève. Il explique l'arrivée d'un courrier du gouvernement ce lundi pour entamer les négociations. Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM, au micro de Kadiatou Guindo et de Roger Kanouti. Nous pouvons dire que de 2014 à maintenant, c'est la deuxième expérience. Et comme vous avez vu, pratiquement les mêmes raisons qui ont fait qu'en 2014, nous avons déposé les préavis. Pratiquement ces mêmes raisons nous amènent aujourd'hui à déposer un préavis de grève, ce qui a été fait. Rappelez-vous que depuis le 2 mai 2018, l'UNTM avait déposé son cahier de charges, ses doléances, sur la table du gouvernement afin qu'on puisse discuter sans pression et s'entendre sur quelque chose dans un cadre vraiment de dialogue fécond et pouvoir vraiment ensemble aboutir à une solution. Mais malheureusement, ça a pris du temps. Nous avons compris quelque part en tant que responsables, sachant la réalité du pays, nous avons pris du temps, nous avons mis en veilleuse nos prétentions jusqu'à ce qu'on a compris que l'essentiel a été fait. Il s'agit de rappeler qu'il y avait l'élection du président de la République entre-temps. Il y avait l'élection également des députés. Même si pour les législatives, on a constaté après qu'on a remis en 2019. Mais pour ce qui concerne l'élection du président de la République, ça a été fait et après, un nouveau gouvernement a été mis en place. À la suite de la mise en place du gouvernement, nous avons adressé des lettres de félicitations à l'ensemble des membres de façon individuelle et attendre d'eux vraiment un retour qu'on puisse déjà aller dans les discussions. C'est pratiquement jusqu'au 15 octobre qu'on a ouvert les discussions par rapport à notre cahier de doléances. Et pendant un mois et demi, c'était vraiment des détours, il faut reconnaître.
Parce que souvent, certains qui viennent à la réunion, il arrive des fois et ils ne maîtrisent pas les dossiers. Et comme ça a toujours été le cas, et généralement, ceux qui viennent aujourd'hui, peut-être demain, ce n'est pas les mêmes personnes. Donc, on revient souvent à la case départ. Et nous avons constaté qu'on était en train de nous enliser vraiment, les temps passent. Et pendant ce temps, nos militants sont inquiets. Ils sont impatients, ils sont inquiets. Ils ont besoin vraiment de savoir dans quelle sorte seront mangés demain. Alors, les pressions montaient de ce côté. Nous qui sommes là pour vraiment, qui sont mandatés par eux, nous sommes obligés d'agir. Nous agissons à leur nom et bien sûr, nous leur rendons compte de ce que nous faisons, en tout cas au niveau du bureau exécutif. Alors, lorsqu'il y a eu cette situation, nous avons compris, entre-temps, que le gouvernement a décidé de convoquer une conférence sociale. Cette conférence sociale avait pour objectif vraiment de discuter d'un certain nombre de préoccupations du monde du travail. Et lorsqu'on faisait lecture des termes de référence, c'est pratiquement les préoccupations de l'UNTM à travers les cahiers de doléances qui étaient à l'ordre du jour. Or, nous savons que, au regard vraiment des conventions que le Mali a signées et ratifiées, et c'est dans un cadre tripartite qu'on doit pouvoir discuter de ces problèmes du monde du travail. Et ces cadres tripartites étaient déjà là. Et les syndicats initiateurs qui est l'UNTM, les patronats et ensuite les gouvernements. Alors, pourquoi déplacer encore les débats, emmener nos problèmes à aller vraiment au niveau d'un autre forum pour aller discuter avec d'autres personnes, histoire de nous mettre en minorité et ne pas donner satisfaction. Lorsque nous avons compris qu'on veut vraiment nous amener sur un tel terrain glissant, nous avons décidé de nous retirer carrément de notre participation, en tout cas, à la conférence sociale, et exiger à ce que nous rentrons dans un cadre formel pour encore discuter de nos préoccupations. Conformément à la loi 87-47, un préavis a été déposé. Et à la suite de ce préavis, il fallait mettre en place une commission de conciliation. Nous avons donné quand même un temps, au moins jusqu'à 20 jours, sinon au-delà de 20 jours. Mais du dépôt du préavis, le 19 précisément décembre, jusqu'à la date d'aujourd'hui que nous avons reçu les courriers qui nous demandent formellement le démarrage des négociations. Même si, entre-temps, on nous avait écrit, là aussi c'est pratiquement 10 jours après, nous demandant de communiquer notre mémoire en défense et de communiquer également la liste des conciliateurs que nous avons commis pour vraiment cette commission. Et c'est après ça qu'aujourd'hui, ce matin, on m'apprend que le courrier est arrivé. Et si tout se passe bien, les soirs, à partir de 15h, les discussions vont commencer. Est-ce qu'on a suffisamment de temps pour vraiment vider? C'est des questions d'ici demain. Ce qui est sûr, la grève, c'est les 9, les 10 et les 11. Et si parmi là qu'il y a l'accord, tant mieux. Dans le cas contraire, on n'a pas les choix, on est contraint. Comme nous avons dit, je répète, la grève, ce n'est pas un moyen, c'est un moyen, mais pas un objectif. Nous partons en grève, c'est parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et si on a d'autres choix, nous ne serons pas en grève. Ça doit être compris de tous. Selon Yacouba Katile, l'Union nationale des travailleurs du Mali est partie en grève à cause de la mauvaise foi du gouvernement au cours des négociations. Poussant ainsi la centrale syndicale à appliquer son mot d'ordre de grève de 72 heures. Du 19 décembre à la fin du mois, au 31, ça fait une douzaine de jours. Mais 7 jours après que nous avons commencé les négociations, soit 17 jours ou 18 jours, alors que la loi prévoit, une fois qu'un préavis est déposé, le ministre du Travail et de la fonction publique doit prendre une décision pour la mise en place de la commission de conciliation. J'ai dit très bien dans l'espace de 15 jours pour que les discussions puissent se faire. Mais malheureusement, cette fois-ci, nous avons attendu 19 jours avant que les négociations ne commencent. Et nous étions à moins de 48 heures de la fin vraiment de l'ultimatum. Autrement dit, il n'y avait pas d'accord. Moins de 48 heures, nous devrons observer la grève. Alors, sur une revendication de 12 points, s'il faut attendre
moins de 48 heures pour discuter de ces 12 points et aboutir à un résultat. Ça veut dire que c'est un travail bâclé qu'on va faire, ou ça veut dire tout simplement que la grève est consommée et tout a été entrepris pour nous, pour aller dans ce sens-là. Nous ne savons pas pour quelles raisons, mais le constat est réel. Alors, le bureau exécutif a décidé, avant que nos négociateurs ne partent en discussion, pour vraiment faire remarquer qu'en question préjudicielle, il faudra poser cette situation. Nous n'allons pas aller au-delà des midi, les mardis midi, qui étaient les deuxièmes jours, parce qu'il fallait nous donner un temps d'être en contact avec nos militants sur le terrain afin de pouvoir expliquer et que les dispositions soient prises, ne reste que par rapport à l'organisation de la grève à travers les services minimums, des consignes soient données. Et c'est comme ça que, effectivement, au-delà des midi, les mardis jusqu'au-delà des 14 heures, je vais dire même, il a été décidé par nos représentants au niveau de la commission de se retirer pour que nous puissions faire face à cette organisation. Cependant, en tant que responsables, nous avons tenu compte de beaucoup de situations. La situation du pays, l'élection du président de la République était là, l'élection vraiment des députés, les législatives, je veux dire. Au regard de tout ça, nous avons tenu vraiment à mettre en veille nos revendications pendant un bon bout de temps. Au Mali, ce qu'il faut retenir, l'UNTM est représenté sur l'ensemble du territoire du Mali, dans tous les services, sans exception. Là, vous pouvez vérifier. Mais il y a d'autres travailleurs en République du Mali qui ne sont pas affiliés à l'UNTM. Ceux qui ne sont pas affiliés à l'UNTM ne sont pas obligés d'observer les mots d'ordre de grève de l'UNTM. Ce constat doit être fait. Mais ce matin, nous avons fait déjà les tours d'horizon de l'ensemble vraiment de nos militants pour vérifier sur le terrain ce qui a été observé ou pas. Il se trouve que nous sommes à de 95 à 100% d'observation des mots d'ordre de la grève et en tenant compte des services minimums. Donc nous observons aujourd'hui nos militants qui sont sur le terrain, ceux qui sont affiliés à l'UNTM, qui ont observé nos mots d'ordre de 95 à 100%. Ça a été une réussite totale. L'école de la gendarmerie de Faladje a abrité ce mardi 8 janvier 2019 la cérémonie de départ à la retraite de 42 gendarmes, dont 18 officiers supérieurs et 24 sous-officiers supérieurs, initiée par la direction de la gendarmerie nationale. Des attestations accompagnées des chèques d'1 500 000 francs CFA pour chacun ont été les temps forts de cette rencontre. Reportage. C'est entre joie et tristesse que les hiérarchies militaires reconnaissantes ont remercié les gendarmes retraités à travers une cérémonie digne de ces noms organisée en leur honneur pour le service rendu à la nation. Ils étaient tous présents, parents, amis, proches des retraités, ainsi que le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Satigui Di Moro Sidibé, le partenaire ECAP Sahel, le représentant du directeur général du génie militaire, le colonel Sangaré et beaucoup d'autres personnalités pour accompagner ces braves hommes qui doivent se reposer après tant d'années de service. 42 gendarmes, dont 18 officiers supérieurs et 24 sous-officiers supérieurs de la gendarmerie nationale, sont allés à la retraite ces jours. Le colonel-major Bourama S. Kone, représentant des retraités. L'événement nous oblige, au nom de tout l'ensemble des partants à la retraite, avec émotion de vous remercier. De vous remercier à cet instant précis où nous sommes partagés entre trois sentiments. Comme j'ai dit, l'émotion, la tristesse et la joie. L'émotion de voir une telle foule renoncer à toutes les activités de leur vie, leur tâche, et venir nous rendre un honneur. Cela nous émeut beaucoup. Et nous ne pourrons finir de vous remercier de cela. Cela nous grandit. Vous comprendrez que je suis vraiment très ému par l'ampleur que l'événement a prise, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est pourquoi je n'ai pas prévu de faire un discours, mais je dois humblement
m'aviser et vous remercier du déplacement. Effectivement, je disais que nous sommes actuellement occupés par exemple de 3 sentiments, l'émotion, la tristesse, la joie. L'émotion parce que vraiment la foule nous a impressionnés. L'importance de l'événement nous a impressionnés. La tristesse, comme celle qui ressent un enfant que l'on va séparer de sa maman au profit de son jeune frère. Il y a l'anxiété, il y a la peur, il y a la crainte, il y a la tristesse d'abandonner la chose la plus chère, qui est pour nous l'armée nationale et particulièrement la gendarmerie. Quitter ses compagnons d'armes, ses frères d'armes, des gens qui nous rencontrent chaque jour, une activité à laquelle on se donne, la réalité ce n'est pas facile. Mais les choses, les plus belles choses, les bonnes choses, les meilleures choses sont celles qui nous arrêtent lorsqu'on a encore envie de continuer. Et cette circonstance aussi nous ouvre une perspective de joie. La joie de se retrouver en dehors des contraintes professionnelles dans une liberté. Comme le disait l'intervenant, ici, le président, monsieur le directeur général de la gendarmerie, pouvoir se consacrer à sa famille, à ses enfants, à ses petits-enfants, pouvoir se reposer lorsque le corps est en train de vous trahir, est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Il a dit qu'on a commencé avec beaucoup. Certains, Dieu fait, bien comme lui-même, sa volonté voudrait, n'a pas atteint cet âge, n'a pas eu cet honneur que nous avons aujourd'hui. Certains ont atteint notre âge, mais il y a des problèmes. Dieu nous a protégés, on n'a rien donné, on n'a rien donné que la seule reconnaissance et la religion. Nous n'avons pas payé, nous avons un cadeau. Comme vous voulez faire ce grand honneur à nous, sans qu'on ne vous demande et sans qu'on ne puisse vous rembourser. Permettez-moi de vous remercier vraiment du déplacement. Je suis ému, je ne peux être éloquent parce que l'émotion joue sur le cœur. Le colonel Boukari Kodjo, directeur adjoint de la gendarmerie nationale, n'a pas caché sa joie. Il y a depuis bientôt 3 ans, nous avons pris en tout cas l'initiative sur nous d'accompagner désormais nos partenaires à la retraite. Je crois que comme je le disais dans mon allocution, c'est un jour spécial pour nous. Comme on le dit, nous sommes au niveau de la gendarmerie nationale, nous sommes partagés entre l'émotion et la joie. Je vais certainement commencer par l'émotion. L'émotion, c'est ça, parce que quand vous avez des personnes avec lesquelles vous avez travaillé, en tout cas pendant des années durant, et qu'aujourd'hui ces gens se mettent dans des dispositions pour retourner en famille, je crois que c'est un peu de l'émotion pour nous. Maintenant, la joie pour ces partenaires et pour nous, parce que nous sommes aujourd'hui certains qui vont aller retrouver en tout cas sur les 2 pieds leur famille. Ils vont vivre avec leurs épouses, ils vont vivre avec leurs enfants, ils vont vivre en tout cas tout l'entourage qui n'était pas pour eux il y a de cela peut-être des années. Aujourd'hui, ils vont se retrouver avec leur famille, avec leurs proches pour vivre une vie de famille. Donc c'est cela la joie. Le défilé de la fanfare nationale des 4 sections des élèves gendarmes, de la protection civile, des gardes nationales, des gens, les SNOS, les motaristes, la remise des attestations, accompagnés d'un chèque d'1 500 000 francs CFA, ont été les temps forts de cette rencontre. Notons que l'Assemblée générale pour le métier des gendarmes se tiendront le 22, 23 et 24 de ce mois. Une semaine après la fête du Saint-Sylvestre au 31 décembre, le directeur régional de la police nous a fait le point des activités qu'elle a menées. Selon lui, cette année, il y a eu moins d'accidents. C'était au cours d'une interview accordée à notre équipe de reportage. Propos recueillis, Fatimata Koulibaly, Oumar Traoré. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous avions mis en place un dispositif
de sécurisation de la ville de Bamako, que ce soit au niveau de la circulation routière, que ce soit au niveau des patrouilles, que ce soit au niveau des checkpoints, que ce soit également au niveau des points sensibles, et également les lieux de loisirs. On avait mis en place vraiment un dispositif très solide pour pouvoir permettre aux Bamakois de passer de l'année 2018 à 2019. Et c'est là nous nous réjouissons aujourd'hui, à défaut de donner un bilan chiffré. Nous pouvons dire déjà que tout d'abord et avant tout, nous remercions le bon Dieu qui nous a permis effectivement de franchir le cap 2018-2019 en bonne santé. Et également aux populations de Bamako, puisque je suis le directeur régional de Bamako, aux populations de Bamako, d'avoir compris que les forces qui sont déployées sur le terrain étaient là pour elles, n'est-ce pas? Et à ce niveau, nous avons vraiment reçu l'appui vraiment des populations, et ce qui nous a permis effectivement de faire un travail assez remarquable. Et en termes de bilan, je m'empresse tout de suite de vous dire que nous avons enregistré moins d'accidents cette année, Dieu merci. Et on n'a pas obtenu 0 accident, mais on a obtenu 0 mort. Mais on a vraiment enregistré moins d'accidents cette année. Et nous avons également enregistré moins d'utilisation des pétards. On n'a pas eu 0 utilisation, mais on a pu constater que les pétards ont été utilisés, mais vraiment dans une proportion très minime. Et ensuite, nous avons enregistré moins de problèmes, c'est-à-dire les risques sur la voie publique, n'est-ce pas? Les attaques à main armée, les vols, il y en a eu, mais il y a eu moins de vols cette année que l'année dernière. Cela nous amène à dire que les sensibilisations ont fonctionné et tout ce qu'on a eu à faire en amont a permis vraiment d'apaiser la situation et de faire en sorte que vraiment il y ait moins de problèmes cette année. Alors, en termes de résultats également, il est bon de mentionner, puisque j'ai parlé des pétards, le gouvernement a décidé, n'est-ce pas, d'interdire la vente même et l'interdiction formelle de l'utilisation des pétards et des feux d'artifice. Et c'est pour vraiment éviter les incendies, c'est pour éviter les tapages, c'est pour éviter les accidents, puisque comme vous le savez, l'utilisation de ces pétards-là n'est pas tellement ordonnée, c'est vraiment désordonné. Et quand on voit des jeunes, des enfants qui jettent des pétards sous les motos qui passent, sous les véhicules qui passent, aux abords des habitations, et même dans des familles, dans des boutiques, même devant l'hôpital. Alors, vous savez bien que c'est une utilisation très désordonnée, et c'est pour cela que le gouvernement a vraiment mis fin à l'utilisation des pétards. Mais malgré tout, nous avons eu à interpeller une trentaine, n'est-ce pas, de récalcitrants, c'est-à-dire des gens qui, effectivement, ont utilisé ces pétards-là. Ces 30 personnes ont été gardées dans les services de police et de gendarmerie de Bamako pendant au moins 24 heures. Et après 24 heures, les autorités nous ont demandé de les élargir et de leur donner vraiment un dernier avertissement, compte tenu du fait que, vraiment, dans l'ensemble, les populations ont compris que les instructions données par l'État, le gouvernement, en tout cas, la loi doit être respectée et les gens, vraiment, ont beaucoup respecté ces consignes-là. Et également, il y a à peu près 400 pétards qui ont été en vrac et 3 cartons de pétards qui ont été saisis. Et ces saisies-là sont des saisies définitives. Elles ne sont plus à remettre aux propriétaires. Donc voilà un peu. Et en termes de bilan, les élus de la nation ont voté à l'unanimité le projet de loi portant modification du statut des fonctionnaires de la police nationale. C'est lundi 7 janvier 2019. L'honorable Belkoba nous donne plus de détails sur ce projet de loi. Il est au micro de Fatimata Koulibaly et de Moir Traoré.
Hier, après l'interpellation du gouvernement, il y avait le projet de loi tant attendu sur la modification de l'ordonnance numéro 2018-015 PRM du 15 mars 2010 portant statut des fonctionnaires de la police. Donc, vous savez que il y a quand même une loi qui avait été votée en 2010, en juillet 2010. Et on a évalué, il s'avère qu'il y a des insuffisances, donc il fallait corriger. Donc il y avait une ordonnance, il fallait quand même apporter encore cette loi pour modifier l'ordonnance, pour harmoniser en tout cas tous les aspects qu'on voulait prendre en charge concernant les fonctionnaires de la police. Donc ce projet de loi, il a été, comme vous l'avez vu, a été voté à l'unanimité des députés présents. Pratiquement, il n'y a même pas eu de débat, parce que il ressort que c'est un projet très important pour nos forces de sécurité, parce qu'il prend en compte les préoccupations essentielles des fonctionnaires de la police. Au-delà même de l'harmonisation des corps, des grades, tout ça, elle permet d'améliorer la couverture sociale des agents de la police. Cette loi aussi permet en fait de les octroyer de nouveaux droits, de permettant d'exercer pleinement leurs fonctions régaliennes disons, dans le strict respect du code de la déontologie et de l'éthique. Voilà un peu le projet de loi qu'on a eu à voter, en tout cas concernant le statut des fonctionnaires de la police. Renforcer la démocratie à travers les nouvelles technologies, le directeur exécutif de Tuindi nous donne des explications sur comment il compte y prendre. Ce qui est très important, c'est qu'il y a un certain nombre de composants qui existent pour renforcer la démocratie. La première chose, c'est l'information, l'accès au savoir et à la connaissance. Donc nous, en fait, on utilise les technologies de l'information et de la communication pour pouvoir apporter des réponses d'abord pour informer les citoyens à travers les technologies. Ça peut être l'Internet, donc ça peut se faire via les réseaux sociaux, mais ça peut également se faire via d'autres plateformes spécialisées, telles que la plateforme Sensa, qui permet à des citoyens de pouvoir non seulement s'informer, mais aussi de pouvoir interpeller les dirigeants. Et donc il y a ce volet d'information. Il y a tout ce qui est aussi renforcement de la participation des citoyens par les technologies. Il y a quelques années, c'était extrêmement difficile pour un citoyen de s'exprimer sur la vie publique, mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, également grâce à d'autres plateformes, il est très facile de pouvoir donner son point de vue sur la vie publique, et que cela soit en termes de contrôle de l'action des dirigeants. Si on veut dénoncer par exemple un cas de mauvaise pratique, il suffit juste de passer sur Facebook ou bien de passer sur Twitter et un citoyen peut facilement se faire entendre rien qu'à travers cela. Donc nous, en fait, c'est à travers la promotion de ces outils et leur bon usage. Ça, c'est une première démarche. Une deuxième démarche, c'est aussi à travers des initiatives de mise en réseau. Par exemple, il existe le réseau Démocratie Tech Squad que nous avons initié. Nous ne dirigeons pas ce réseau, bien entendu, mais c'est une initiative de Tuindi où il y a des jeunes qui sont membres et qui reçoivent régulièrement des formations de niveau avancé pour qu'ils puissent participer aux affaires publiques. La salle de conférence de Prestacom a abrité la conférence de presse organisée par l'Union des journalistes pour la promotion de la diplomatie au Mali ce vendredi 11 janvier 2019. L'objectif de la rencontre était de commémorer la journée du 11 janvier, journée de libération de Konna. Reportage Fatimata Koulibaly, Sidi Mahaman Sidibi.
Le 11 janvier vit la France se mobiliser aux côtés du Mali en faisant droit à une requête des autorités maliennes pour stopper à Konna l'avancée fulgurante des narco-djihadistes vers le sud du pays. C'est dans ce cadre, pour libérer la parole sur le sujet, que l'Union des journalistes pour la promotion de la diplomatie au Mali a été lancée en 2013 avec à sa tête Amadou Mahaman Sango. L'UJDM tenait à commémorer cette date en organisant cette conférence de presse ce 11 janvier 2019 qui a été animée par Cheikh Oumar Koulibaly, conseiller diplomatique du Premier ministre, et Amadou Babanyang, journaliste chroniqueur, en présence de Amadou Mahaman Sango, président de l'UJDM, qui a donné l'objectif de cette conférence. Chaque année, l'UJDM organise une conférence de presse le 11 janvier, date anniversaire de la libération de la ville de Konna, qui était aux mains des djihadistes. Et cela a été possible grâce à l'appel du président Dioncounda Traoré. Ce jour-là, n'eût été l'intervention de l'armée française, le sort de notre pays allait basculer avec l'avancée des narco-djihadistes au sud du pays. Cette date, nous avons voulu la célébrer parce que c'est une date historique pour nous. C'est un devoir de mémoire pour nous de célébrer cette date parce que c'est la libération de notre pays qui était aux mains des narco-djihadistes. Et l'armée française, grâce à l'appel, je le disais tantôt, du président Dioncounda Traoré, nous avons réussi quand même à libérer cette zone. Et notre ambition aujourd'hui, c'est que cette journée du 11 janvier soit célébrée avec toute la solennité requise, comme on le fait dans d'autres pays comme la France, où on a l'habitude de célébrer des journées comme le débarquement de Normandie ou Charlie Hebdo. Il faudrait que les autorités pensent à cette journée qui est une date historique dans l'histoire contemporaine de notre pays. Notons que l'UJDM veut aussi contribuer au renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale à travers une longue diffusion des accords de coopération. Elle veut également favoriser l'intégration optimale des peuples. Le président français Emmanuel Macron, lors de son discours à l'université de Ouaga, a prononcé que le patrimoine africain doit être restitué. Les explications du directeur adjoint du musée national sur cette situation. Sur l'initiative du ministre de la Culture, un atelier de réflexion sur la question de la restitution a été organisé les 26, 27 et 28 décembre 2018 au Palais de la Culture. Et cet atelier a rassemblé un certain nombre de gens, d'anciens ministres de l'Éducation, d'anciens ministres de la Culture, des experts, des personnalités de la société civile et du ministère de la Culture, donc pour essayer de mener une réflexion profonde sur la restitution et cette brèche qui a été ouverte par le président Macron lors de son discours à l'université de Ouaga, où il a prononcé clairement que le patrimoine africain doit être vu à Paris, à Londres, mais aussi à Dakar, à Abidjan, et puis il a exprimé sa volonté, concrétisé sa volonté de retour du patrimoine africain par la création d'une mission. Et cette mission a été confiée à deux universitaires, notamment à Felwine Sarr et puis Bénédicte Savoie, donc des universitaires que nous connaissons. Et ce rapport a été donc donné, le rapport de cette mission a été donné au président Macron. Et c'est à la suite de ça que beaucoup de pays africains ont réagi au rapport, au contenu de ce rapport. Et c'est sur cette base que le Mali a cherché donc à approfondir la réflexion pour se positionner dans le domaine du retour du patrimoine africain. Et l'atelier, donc, pour me répéter, a été organisé en fin décembre sur le thème restitution du patrimoine africain, quel objet et quelle stratégie pour le Mali. Donc l'atelier, de façon générale,
s'est planché sur le rapport en faisant le tour d'horizon sur les différents critères qui ont été évoqués concernant le retour des objets. Et il est apparu que des documents que nous avons reçus, tant dans le rapport qu'avant l'élaboration du rapport Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, nous avaient donc donné un inventaire du patrimoine culturel africain contenu dans les musées français, notamment au musée du Quai Branly. Et donc ce sont là ces 3 volumes qui nous ont été présentés et qui contiennent 6910 objets originaires du Mali qui sont inventoriés dans les collections du musée du Quai Branly uniquement. Les autres objets, les autres musées publics français ne sont pas encore concernés par cet inventaire. Donc, mais des 6910 objets qui sont inventoriés dans les collections publiques françaises, notamment le musée du Quai Branly, il y a 16 objets qui sont proposés à la restitution par le rapport. Donc l'atelier s'est interrogé sur les critères énoncés par les universitaires, la mission, donc Felwine Sarr et puis Bénédicte Savoy, quels critères retenir. Les critères qu'ils ont retenus dans leur rapport, il y a ce qu'ils appellent les butins de guerre, c'est-à-dire que les objets qui ont été pris à la suite de la défaite des chefs, des rois de l'époque. C'est-à-dire que vers les années 1880-1890, vous savez, c'est la bataille et la défaite de Ségou en 1890. L'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a décrété ce mercredi 9 janvier 2019 une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage est allée à la rencontre de la population. Reportage. Après l'échec des négociations entre le gouvernement et l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, la centrale syndicale a entamé ce mercredi 9 janvier une grève de 72 heures. Pour nous imprégner davantage du point de vue de la population, notre équipe de reportage a fait un tour en ville. La grève de 72 heures, l'impression pour moi, au fait, c'est que ce n'est pas bon pour l'avancement d'un État. De nature, je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait un dialogue entre l'UNTM et l'État malien, disons, et les membres chargés de cela, pour que vraiment les choses puissent aller. Parce qu'aujourd'hui, si on tient compte de la situation que vit le Mali, ce n'est pas propice vraiment en ces moments durs, vraiment de provoquer une grève, surtout pour 72 heures. Voilà. L'appel à l'UNTM, c'est de demander vraiment de se rapprocher du gouvernement, ainsi qu'au gouvernement de se rapprocher de l'UNTM, pour qu'ensemble ils puissent parler vraiment de la même chose, qui s'entendent vraiment sur les points qu'ils sont en train de discuter, pour que chacun de nous puissions en profiter. Parce que vous savez, cette grève, ça joue sur l'ensemble du territoire malien. Aucun opérateur économique ne travaille aujourd'hui. Nous sommes tous là, assis, on va au bureau, nous n'avons pas de répondants et ça fait très mal. Je crois que le pays est en crise aujourd'hui. C'était le nord avant, aujourd'hui c'est le centre. Et le centre aussi est menacé. Et même la capitale aujourd'hui, vraiment, on est vraiment inquiet. Moi, je pense que vraiment que les responsables de l'UNTM vraiment essayer de privilégier d'abord le pays. Vraiment, avant tout, c'est le pays. Vraiment de trouver une solution à l'amiable avec le gouvernement pour pouvoir atténuer vraiment la crise là. Vraiment, ça n'arrange personne. Le pays est vraiment paralysé. Bon, moi, mes impressions par rapport à la grève de l'UNTM, vraiment, le grève, c'est un droit pour toute une nation, surtout une nation vraiment il vit la constitution même du Mali. Vraiment, la grève, c'est un droit. Mais c'est le cri de cœur que moi je lance vraiment à des membres de l'UNTM et que vraiment, vu la situation de ces pays aujourd'hui, vu l'actualité, donc le pays est confronté, nous devrons vraiment regarder sincèrement de venir travailler pour au moins l'économie du Mali et certains problèmes du Mali puissent vraiment rehausser. Donc vraiment, je lance un appel à tous ceux qui sont en grève de venir travailler pour que le Mali puisse être vraiment
de la route et non de dégrader le Mali. Sincèrement, c'est une chose vraiment que les gens ont des malvisions, sinon des mal intentionnés, sinon vraiment en tant que bons citoyens, nous devrons être vraiment en droit de revendiquer, mais revendiquer tout le temps étant vraiment aussi dans les bureaux, comme tout le temps on le dit, il faut revendiquer étant dans les choses, dans les droits. Ils sont dans leurs droits, mais qu'ils reviennent aussi à des meilleurs sentiments pour vraiment qu'ensemble, main dans la main, que le pays a besoin de ses fils et que ces fils-là ne devraient pas mettre ces pays aussi en arrière. Je trouve que c'est une situation qui est tout à fait normale parce que comme mon confrère vient justement de le dire, et lorsque vous voyez qu'il y a une situation, c'est-à-dire qui ne va pas du tout, c'est le plein droit pour vous vraiment de revendiquer vraiment, pour que la situation puisse vraiment être commode. Donc je suis tout à fait d'accord avec ces gens-là par rapport à leur mot d'ordre décrété. Et je pense qu'ils sont dans leur droit. Et il est très légalement qu'ils partent aussi en grève s'ils voient qu'il y a des manquements, c'est-à-dire à un certain niveau. Je trouve que c'est juste. Notons que la grève a été suivie à 100% dans la plupart des cas et les services minimum assurés. Le chef de file de l'opposition, l'honorable Soumaïla Cissé, a présenté ses meilleurs vœux à la nation au seuil du Nouvel An. C'était ce vendredi 11 janvier 2019 dans son cabinet, 6 à Badlabougou. Je vais m'adresser à toutes les Maliennes, à tous les Maliens, à l'orée de la nouvelle année, avoir d'abord une pensée pour tout ce qui s'est passé en 2018. Nous avons connu une année terrible. Nous avons 4 grandes crises dans notre pays. D'abord une crise sécuritaire. Je pense très sincèrement que ces 5 dernières années, c'est l'année 2018 qui a été l'année la plus meurtrière. Par des attaques de bandes armées, par des affrontements intercommunautaires et ce qui s'est passé en début d'année avec près de 37 morts dans la région de Bankas est significatif de ce qui a eu lieu en 2018. Une crise sécuritaire sans précédent dans notre pays. L'insécurité s'est généralisée du nord au centre et même dans les alentours de Bamako. Nous avons une crise sociale qui n'a atteint une ampleur jamais égalée ces 5 dernières années. Depuis 2014, c'est la première fois que nous avons une grève générale de l'UNTM à la sortie justement de 2018. Mais avant ça, nous avons connu les 100 jours de grève des magistrats. Nous avons connu la grève de la faim des cheminots. Nous avons connu près de 40 préavis de grève. L'éducation n'a pas échappé et différents autres secteurs. Nous avons aussi, en 2018, une crise financière et économique sans précédent. La plupart de nos opérateurs économiques s'en souviendront longtemps. Leurs mandats ne sont pas payés, l'économie est devenue atone et les investisseurs se sont éloignés de notre pays. À ceci s'est ajoutée la crise politique que nous traversons encore, une crise post-électorale. L'année 2018 a été marquée au Mali par la fraude électorale, par les élections qui sont contestées de par le monde. Tous les Maliens de partout ont contesté ces élections. Nous sommes donc dans une situation extrêmement grave. Bien sûr, nous ne sommes pas seuls. Notre crise s'est prolongée à côté, en particulier dans un pays comme le Burkina, où il y a eu beaucoup de morts, dans des pays comme le Niger. Mais aussi, nous avons connu cette année 2018 une crise de l'immigration. Les Africains, les pays les plus pauvres, en particulier les pays en guerre comme la Syrie, il y a une vague de migration en direction de l'Europe. Et cette vague de migration a posé le problème global de la migration. Nous avons perdu beaucoup d'enfants dans la traversée du Sahara, beaucoup d'enfants dans la traversée de la Méditerranée. Il faut donc penser à tous ces gens qui ont perdu la vie et à toutes ces familles qui souffrent. À côté de ça, bien sûr, il y a eu des blessés, il y a eu des mutilés, il y a la pauvreté, il y a les réfugiés et tous ceux qui ont perdu quelque part de l'espoir au cours de l'année 2018. Nous avons aussi perdu des grands hommes. Je pense à Kofi Annan, je pense à une grande dame comme Winnie Mandela. Nous avons même perdu des chefs d'État assez significatifs aux États-Unis, comme le président Bush et autres. Et je crois que nous devons avoir une pensée rétrospective sur une année 2018 qui a été une année extrêmement difficile. En Europe, il y a le cas du Brexit des Anglais. Je crois que c'est quelque chose aussi qui va marquer fondamentalement l'année 2018. Quand on sort de cela, on ne peut faire que des vœux de paix,
pour notre pays, des vœux de concorde pour chacun de ces pays qui ont souffert. Les vœux en direction de chaque Malienne, de chaque Malien, des vœux en direction de chaque Africaine, de chaque Africain, des vœux de santé, des vœux de paix, des vœux de réussite, des vœux de concorde pour nous, des vœux surtout pour les enfants. Je pense à ces milliers d'enfants, sinon millions d'enfants qui au Mali, au Burkina ne vont plus à l'école. Je pense à ces centaines d'écoles fermées. Je pense à leur avenir qui est devenu quelque chose d'absolument incertain. Je formule donc des vœux pour que tout cela soit un oubli pour 2019. Que ce soit une année où le dialogue s'instaure réellement dans notre pays, où que les Maliens puissent se retrouver autour de l'essentiel, des réformes institutionnelles réussies, un dialogue réel pour marcher ensemble vers la paix. Nous avons besoin de paix, mais nous avons besoin de paix ensemble. Je voudrais bien sûr, particulièrement en pensant aux jeunes, en pensant aux femmes qui ont donné beaucoup au cours de l'année 2018, leur souhaiter une bonne et heureuse année. Mais je voudrais particulièrement saluer les médias, penser aux journalistes disparus, penser à ceux qui ont été enlevés, penser aux juges enlevés, aux administrateurs enlevés, penser aux forces armées de sécurité, ceux qui ont perdu la vie, et souhaiter à leurs familles beaucoup de paix, beaucoup de recueillement. C'est une occasion particulière pour saluer le travail remarquable fait par les médias de notre pays, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les radios libres, que ce soit les télévisions libres, parce que leur sens de l'information, leur engagement pour l'information est quelque chose d'extraordinaire qui va dans le sens de la paix, dans le sens de la concorde. Je voudrais particulièrement saluer les forces armées de sécurité, leur dire que leur combat n'est pas un combat vain, leur dire que nous sommes à côté d'elles dans cette quête de paix, dans cette quête de sécurité. Nous ne pouvons compter que sur notre propre armée. Nous saluons bien sûr tous ceux qui sont à côté de nous, que ce soit les forces Barkhane, que ce soit les forces de l'aménagement, les forces de la CEDEAO et toutes les forces du G5 qui sont à nos côtés. Mais nous devons d'abord et surtout compter sur nos forces armées et de sécurité. C'est pour ça que je voudrais leur souhaiter une bonne heureuse année, nous recueillir sur la mémoire des disparus, saluer leurs familles, leur souhaiter beaucoup de paix dans les cœurs, beaucoup de recueillement et surtout leur dire que nous sommes profondément à leur côté. Je crois que c'est l'occasion pour moi de marquer ma disponibilité pour participer à tout ce qui peut amener la paix dans ce pays, formuler le vœu que les Maliens enfin se retrouvent, formuler le vœu pour que chacun de nous retrouve la sérénité dans son cœur, que chacun de nous retrouve son allant vers son voisin, que chacun de nous puisse dire bonne heureuse année dans sa famille, bonne heureuse année à chacun de ses voisins, bonne heureuse année à tous ses amis de par le monde, bonne heureuse année à toutes les Maliennes, à tous les Maliens. Les députés du parti SADU ont tenu un point de presse ce mercredi 9 janvier 2019 au siège du parti. Les objectifs étaient de donner la position du parti sur la prorogation du mandat des députés et de parler de la situation actuelle au centre du pays en particulier et celle du Mali en général. Ce point de presse a débuté par l'observation de la minute de silence à l'endroit des civils tués à Koulogo et la lecture du communiqué du soutien du parti SADI aux travailleurs maliens qui sont en grève de 72 heures. Il avait deux objectifs, à savoir la position du parti SADI face à la prorogation du mandat des députés et la situation actuelle du centre du pays en particulier, du Mali en général. Le président du parti, l'honorable Oumar Mariko, a donné la position actuelle des élus dans l'Assemblée. Préparer notre congrès pour que le congrès puisse déterminer la marche à suivre. Si nous devons continuer dans cette démarche d'arrêter tous les travaux au niveau de l'Assemblée nationale et de ne plus se considérer comme députés, aussi nous devons continuer, nous devons aller porter le combat autrement au sein de ces députés qui ont été portés par eux-mêmes. L'honorable Oumar Mariko a également parlé de la situation actuelle du pays. Et pour ce qui concerne la situation politique d'ensemble, nous estimons qu'il n'y a pas en réalité de conflit intercommunautaire ou de conflit intracommunautaire en République du Mali. Il y a une démarche forcenée de la part de l'État de Soumaïla Boué Maïga
de Ibrahim Boubacar Keïta a sémé les germes d'un conflit intercommunautaire. Et Dieu merci, la société malienne résiste à cette pratique assez cynique. Mais aujourd'hui, donc, nous lançons un appel à tous les secteurs en lutte. Nous soutenons d'abord les travailleurs qui sont en grève et nous les soutenons et nous les invitons à un rassemblement. Au même titre, nous soutenons l'imam Diko, parce qu'il faut parler de l'imam Diko, ce n'est pas le Haut Conseil islamique, donc de l'imam Diko dans sa démarche actuelle qui a consisté à faire avaler à l'État malien ses démarches pour l'éducation sexuelle complète. Tous ces secteurs qui sont en lutte doivent aujourd'hui se donner la main et la justification du rassemblement du côté de HIA et le Haut Conseil procède du fait que le gouvernement, par une série de mensonges, a démontré qu'il est prêt à faire n'importe quoi contre la patrie malienne. Donc, nécessité de se rassembler. Et vous allez vous rendre compte aussi que les députés du SADI sont là au complet et le parti est plus que jamais cohérent et continuera sa marche pour édifier le peuple malien, éclairer le peuple malien, dans l'espoir que le peuple malien va se mobiliser dans ses rangs pour porter son combat pour la justice, pour le pain et pour le progrès. Notons que pour ces mots de fin, l'honorable Oumar Mariko, président du parti SADI, a appelé les Maliens à la cohésion, à l'attente et surtout à la vigilance pour le développement du pays. Rien ne va au sein de l'Union malienne des aveugles UMAV. Les deux candidats de l'Assemblée générale se réclament tous au président de la dite association. Reportage Kadiatou Guindo, Roger Kanoudi. Les torchons brûlent entre les membres de l'Union malienne des aveugles du Mali, UMAVA, à cause du leadership. En effet, Adi Bari et Issa Kamara, tous membres de l'UNAVA, se disent chacun président de cette union. Suivons les propos de Adi Bari. Aux environs de 10 heures, j'étais assis dans mon bureau en train de travailler. J'ai entendu un bruit. Effectivement, c'est quelques gardes qui étaient là, accompagnés par un monsieur du nom de Issa Kamara. Je crois que c'est lui qui a commandité ça. Ils sont venus pour déloger les occupants du bureau. Ils disent qu'ils sont là pour l'exécution d'une grosse de justice. Donc nous, on les a demandé parce qu'ils étaient accompagnés par un huissier. J'ai dit, si vous avez une grosse de justice, normalement, il doit avoir la décision du procureur. On a demandé à l'huissier, il n'a pas pu nous montrer la décision du procureur. Maintenant, on a demandé à l'huissier, il est là au nom de quel cabinet. À cette question aussi, il n'a pas pu donner de réponse. Donc nous, on dit qu'ici, c'est comme ça. Nous aussi, on ne va pas quitter comme ça parce que le Mali est un pays de droit. Je dois préciser que ces gens ne sont pas à leur premier essai, ils sont à leur deuxième tentative. On a informé notre ministère de tutelle, le ministère de l'Action humanitaire, qui a d'urgence dépêché un élément de la Direction nationale de développement social. Également, on a informé notre fédération, la structure fêtière, qui a également délégué une personne pour venir voir ce qui se passe. On a porté également l'affaire devant le ministère de la Justice qui a été saisi à travers son conseiller technique Mathieu Traoré. Et notre avocat aussi a eu les informations. En quittant, l'huissier a laissé entendre qu'il va chercher du renfort. En tout cas, nous sommes restés jusqu'à 17h et on n'a vu personne. Je demande à certains magistrats qui sont en train de soutenir mordicus et désordres à l'UMAV de faire attention, de se ressaisir avant que l'histoire ne les rattrape. L'UMAV est une grande association, une grande institution. Personne de nous n'a intérêt à ce que l'UMAV bascule dans le désordre. Je demande vraiment à ces magistrats de se ressaisir. On vient à l'UMAV parce qu'on est élu par une assemblée. Et l'assemblée qui m'a mis en place, et cette assemblée a eu la présence de 47 délégués venant de toutes les régions du Mali, de Caille jusqu'à Gao. En plus, notre assemblée a été présidée par la DNDS, la Direction nationale de développement social, représentant le ministre de l'Action humanitaire, et également par le représentant du ministre de l'Éducation. Et tous les partenaires techniques de l'UMAV étaient là à l'Assemblée. Je crois que si on doit parler de légitimité, c'est cette Assemblée qui est légitime. Quant à Issa Kamara, il s'est dit élu légitimement. En fait, on n'a pas essayé de les déloger. Il y a une procédure judiciaire qui avait commencé depuis là, parce que nous, on avait tenu notre assemblée extraordinaire suite à la fin du mandat du bureau sortant qui a été constaté par décision de justice. Donc l'assemblée extraordinaire a été tenue. L'assemblée ordinaire de l'UMAV devait se tenir en fait le 24 et 25 juillet 2018 parce que c'était la fin du mandat du président sortant. Mais malheureusement, ça n'a pas pu être tenu.
la justice a constaté la fin de son mandat. Donc, conformément à notre statut, au statut règlement intérieur de l'UMAV, pour convoquer une assemblée générale, c'est le président en fonction qui doit le faire. Mais puisque celui qui était en fonction, son mandat avait été fini et constaté par décision de justice, il n'avait plus qualité pour convoquer une assemblée. Et le ministère de la Solidarité également n'avait pas qualité pour convoquer une assemblée. C'est pourquoi nous, délégués des différentes sections, par pétition, nous avons convoqué une assemblée extraordinaire. Donc, on était deux candidats en fait. Moi et le sieur Adjibari, qui s'est dit président de l'UMAV, on était deux candidats, mais la candidature de Adjibari est tombée suite à une décision de justice. Ce qui fait que l'assemblée que nous, on a tenu à entériner ma candidature et a fait de moi le président de l'UMAV. Et nous avons sollicité alors, nous avons fait une assignation à la justice pour demander la restitution des clés et des documents pour aller travailler. Donc, nous avons eu gain de cause. La justice a tranché en notre faveur, a dit que notre assemblée s'est bien tenue et a ordonné au bureau sortant la restitution des documents et des clés à notre profit. Et c'est cette ordonnance qu'on a entre nos mains, qu'on a donnée à l'huissier de justice. Et l'huissier de justice était parti pour l'exécution de cette ordonnance, c'était pour demander au bureau sortant de restituer au profit du nouveau bureau, conformément à la décision de justice, les clés et les documents. Mais malheureusement, ils n'ont pas voulu. Et donc, ça a mal tourné. Les gardes n'ont pas voulu faire des représailles parce que, comme vous le savez, nous sommes tous des personnes handicapées. Donc, moi, j'ai dit aux gardes de ne pas mettre la pression, de laisser. On va expliquer la situation au procureur de la République qui est chargé de veiller sur l'exécution des décisions de justice. L'Assemblée s'est tenue à Bamako ici. Comme vous le savez, notre statut prévoit la convocation de l'Assemblée un mois avant. C'est pourquoi, par une pétition, nous les délégués, nous avons convoqué notre Assemblée parce que le président sortant n'avait plus qualité pour le faire. Quant au lieu, notre statut ne prévoit pas un lieu précis de convocation de l'Assemblée. Pour preuve, toutes nos assemblées précédentes, certaines ont été tenues soit au centre islamique, soit au palais de la culture. Donc le lieu de la tenue de l'Assemblée n'est pas opportune, c'est la tenue de l'Assemblée en question. Et pour tenir une assemblée, il faut atteindre le quorum. Et c'est ce quorum qui a été atteint, validé par la justice. Et c'est ce qui, en vertu de ça que j'ai été confirmé. Ce que j'ai juste besoin de dire au cher Adjibari et aux membres du bureau sortant, c'est que sous peine d'opposition à l'autorité légitime, ils doivent accepter la décision de justice. Comme ils sont en train de dire que nous, on n'a pas eu l'aval du procureur, on va bientôt publier la copie de la réquisition du procureur qui nous autorise à recourir à la force publique pour leur demander la restitution des documents. Ce que nous, on leur dit, c'est de se conformer à une décision de justice. Nous sommes dans un état de droit. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul ne peut se prévaloir de son handicap pour croire qu'il est au-dessus de la loi. C'est de se conformer à cette décision et de nous restituer nos documents. Parce que nous, on veut aller travailler à l'urgence. Parce qu'actuellement, à l'UMAV, les enfants manquent de nourriture. Actuellement, l'internat manque de nourriture. Moi, je vous dis que le stock est fini. Nous, on veut aller travailler parce que ce bureau n'a plus la compétence. Ce bureau a montré ses limites. Ce bureau a montré qu'il ne peut rien faire pour ces enfants-là. Donc nous, on a des ambitions. Nous, on veut sauver ces enfants-là. C'est pourquoi nous, on veut aller travailler. Nous osons espérer que cette grande association aura un président accepté par tous dans un bref délai. Enfin, sport pour boucler l'hebdo de cette semaine. Le comité des sages des anciens footballeurs du Mali a tenu une assemblée générale ce dimanche 6 janvier 2019 à la Maison de la Presse. Afin de remanier le bureau, plusieurs anciens footballeurs du Mali ont pris part à cet événement. Reportage Kadiatou Guindo, Roger Kanouti. Venus de partout et en toute confiance, les anciens footballeurs du Mali se sont réunis à la Maison de la Presse ce dimanche 6 janvier 2019 pour l'Assemblée nationale de l'INAFAM. Tous motivés pour le développement du football malien. Ce bureau a été mis en place pour qu'il puisse s'occuper des anciens footballeurs du Mali, selon Abdoulaye Diawara Di Blokis, président du comité des sages. Le nouveau bureau a une tâche délicate parce qu'on a mis le bureau en place pour que le bureau puisse s'occuper des anciens footballeurs qui sont en détresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis s'occuper même du développement du football qui est aussi en détresse, qui est la quiétude, la paix, pour que les gens puissent aller au terrain tranquillement et voir un beau football, des joueurs qui sont bien, des joueurs qui viennent pour jouer au ballon. Alors donc notre ambition, c'est de protéger le nouveau bureau, et puisque
pour que ça puisse marcher convenablement. Mokhtar Sow, élu nouveau président du bureau, s'est dit honoré et invite les uns et les autres à s'unir pour le développement du football malien qui est le sport roi au Mali. C'est d'abord un sentiment de fierté. Vous savez, mais c'est aussi plus une charge. Quand on vous confie quelque chose, ce n'est pas la récompense qui est importante, mais c'est la charge qu'on vous donne. Et en toute humilité, vous avez vu ces anciens sages qui nous lèguent un message, qui nous laissent une vision, qui nous disent unissez-vous, rassemblez-vous, parce que réunir, c'est réussir. Donc, ça ne peut être que des mots vraiment de réconfort, mais comme on est aussi dans le recueil, nous venons de perdre les valeureux. Mokhtar Maïga, Nani Touré, Feu Nani Touré, à qui nous devons aussi beaucoup de choses. Parce que, comme je le dis, pour qu'aujourd'hui arrive, hier est déjà passé. Mais nous devons travailler avec le futur, nous devons travailler avec les gens, mais toujours positivement, toujours avec beaucoup d'enthousiasme, toujours avec une passion modérée, toujours avec un peu d'engagement, toujours avec de la solidarité, toujours aussi avec des fois quelques grains de témérité. C'est toujours important quand on vous met sous les feux des projecteurs aujourd'hui de parler. Et aujourd'hui, c'est vraiment un jour de retrouvailles. C'est aujourd'hui un jour, comme j'ai dit, où les anciens nous ont donné la vision. Dire, nous voulons que vous soyez. Donc c'est un petit peu un appel à tout le monde. Bon, le football que nous avons en partage, c'est une question de génération. Aujourd'hui, on est dans l'ère des médias. Et dans cette ère de médias, c'est important de faire passer le bon message. Et le bon message, il ne peut être que positif. Notons que cette Assemblée générale a été un moment de retrouvailles. Ce nouveau bureau a un mandat de 4 ans pour amener l'entente dans le monde du football malien. Voilà, c'est tout pour l'hebdo de cette semaine. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.